Téléchargé sur franceculture.fr, 7h42. Nous allons nous rendre aujourd'hui à Djibouti, un tout petit pays de la Corne de l'Afrique, d'à peine 23 000 km², dont on ne parle que très rarement, et pourtant Djibouti est un carrefour stratégique important pour la France, les États-Unis, notamment entre autres pour la lutte contre le terrorisme. Et s'il fallait faire une preuve de son importance, il n'y a qu'à regarder depuis de longue date la présence militaire française à Djibouti. À Djibouti se tient à la vie le plus important contingent tricolore en Afrique. Une situation qui a toujours poussé les Occidentaux à plus ou moins fermer les yeux sur un régime dit peu démocratique, mais depuis 2 semaines, l'opposition est violemment réprimée. Les élections législatives du 22 février dernier et la victoire de l'UMP, du parti présidentiel, sont contestées. Plusieurs manifestants ont été abattus par la police et des centaines d'autres arrêtés. Alors jusqu'où ces affrontements vont-ils aller? Combien de temps la France pourra-t-elle faire semblant de ne pas voir trop ce qu'il se passe, même si le 28 février dernier, au fond, la France se disait préoccupée par les incidents djiboutiens où l'opposition contestait les résultats des législatives. Pour comprendre un peu ce qui se passe, c'est même au fond de quoi il retourne quand on parle de Djibouti, hormis éventuellement le côté romantique de la chose. Nous recevons aujourd'hui Abdourahmane Ouaberi, bonjour. Bonjour. Écrivain franco-djiboutien qui tournait beaucoup entre la France, les États-Unis et puis Djibouti où vous êtes né. Absolument, il y a quelques 46 ans. Il y a quelques 46 ans, bienvenue. Nous sommes aussi également avec Jean Louchal, président de l'association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti. Oui, bonjour. Interdit de séjour là-bas, restez bien près de votre micro. Oui, je pense que compte tenu de mes actions depuis 1991, le gouvernement djiboutien actuel ne souhaite pas me voir sur le territoire. Oui, et vous êtes quelques-uns dans ce cas-là d'ailleurs, en l'occurrence. J'imagine, oui. Et puis Francis Solaire, bonjour Francis Solaire. Bonjour. Rédacteur en chef de la lettre de l'océan Indien. Peut-être, et avant qu'on aborde les thèmes d'actualité, vous nous faites un petit point géographique. Vous savez comment nous sommes, nous les Français. Djibouti, la Corne de l'Afrique, ancienne puissance coloniale, bon, c'est où? Ben, c'est dans la Corne de l'Afrique, c'est dans l'est, c'est où, la pointe est de l'Afrique, en bas du canal de Suez. Donc c'est une voie maritime, c'est une poste d'observation sur une voie maritime très importante, hein, et sur un poste d'observation sur une zone politiquement très importante, puisque en face de Djibouti, il y a tout le golfe arabique ou persique, selon l'appellation qu'on lui donne, et avec tous ces pays riches en pétrole, qui dans ces dernières décennies sont venus aussi des pays où il y avait des problèmes de terrorisme, d'affrontement, donc des problèmes de sécurité importants. Nous y viendrons dans un second temps, parce que nous allons parler aussi quand même de l'actualité de ces fameuses élections législatives. Mais encore 2 petits mots. Ancienne puissance coloniale française depuis Napoléon III jusqu'à 1977. Oui, c'est ça, une construction pourrait-on dire, hein, puisque c'est la politique des comptoirs. On a un port, et puis ensuite, il y a un petit hinterland, et la France, on peut dire, crée Djibouti, ancien territoire des Afars et des Issa, donc en mettant ensemble les populations de la côte et les populations de l'intérieur, et en constituant un petit État longtemps fantoche autour de ce port, et qui accède à l'indépendance en 77. En 77, dites donc, alors qu'on a fêté cette année au l'an dernier les 50 ans de l'indépendance africaine, comment se fait-il que ce soit que 77 l'indépendance à Djibouti? C'était une base, et c'est toujours une base militaire française. Voilà. Ils ont mis du temps avant de la lâcher, avant de trouver un système qui permet de pérenniser la présence militaire française, et qui donne une impression d'autonomie locale et de gestion par des autochtones. Les pays frontaliers, Éthiopie, Somalie, Érythrée? Oui, des pays aussi importants dans toute cette région, importants pour ce qui est de l'Éthiopie par sa surface, sa population, ses potentialités économiques. Pour la Somalie et l'Érythrée, important pour des questions de géostratégie, pour des questions récemment de lutte contre le développement du terrorisme islamiste ou des courants de ce genre-là. Donc, important pour les facteurs de déstabilisation qui peuvent
peuvent entraîner. Donc c'est vraiment un point militaire indispensable, et ça a longtemps été le bac à sable des soldats français, parce que, me disait-il, c'est le seul endroit en Afrique où ils peuvent s'entraîner à tir réel, à des tirs d'obus, à des tirs à des opérations d'artillerie, parce qu'il y a un vaste territoire et qu'ils ont la possibilité de le faire. Bon, maintenant ils sont plus les seuls, hein. Il y a les Américains, il y a à peu près toutes les forces européennes et au-delà présentes à Djibouti ces dernières années. Cela dit, ne soyons pas trop légers avec cela, Francis Solaire. Il y a eu un des soldats français tué lors de l'opération au Mali, qui était notamment qui a fait un passage à Djibouti, comme de très nombreux militaires français le font pour s'entraîner. Et bien sûr, nous saluons sa mémoire. Encore un mot, deux présidents de la République seulement, dont l'un, je crois, est le neveu de l'autre. Vous allez remettre ça dans l'ordre depuis 77. Oui, c'est ça, oui. Le président historique, enfin le premier, Hassan Goulet, et le second, son ancien directeur de cabinet et neveu, Ismaël Omar Guelleh, qui en est à son 3e mandat et qui a dû modifier la Constitution précédemment pour pouvoir se faire élire une 3e fois, et qui affirme qu'il ne se présentera pas en 2016. Oui, wait and see, comme disent les Anglais. Alors Abdourahmane Ouaberi, reprenons par le début, qui nous a notamment donné l'idée de faire cette émission, quand on a vu au fond comment les choses ne semblaient pas se régler véritablement, ou qu'on pouvait faire semblant de croire qu'elles étaient réglées. Il y a eu le 22 février dernier les élections législatives, et depuis on assiste de loin, de très loin, à un cycle de violence tout à fait particulier, de très nombreuses incarcérations, des manifestants abattus au cours de manifestations. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment, Abdourahmane Ouaberi? Écoutez, d'abord merci pour cette émission, et je retrouve avec plaisir à la maison France Culture. Alors, ce qui se passe en gros, c'est que ces élections législatives, qui devaient être une formalité du point de vue du président, parce que les dernières élections, l'opposition n'y avait pas participé, ont ouvert une sorte de boîte de Pandore qu'on n'arrive pas à refermer. Donc les présidents pensaient finalement avoir, avec un scrutin très unique, très injuste, qui devait donner que 20% de postes à l'opposition. En tout cas, il fallait saluer cette ouverture-là. On va dire, l'opposition était cette fois impliquée dans le processus. J'ai du mal à saluer ces processus, mais non, enfin, les processus étaient prévus comme ça. Ça devait être une formalité. Or, il se trouve ce qui se passe aujourd'hui. Les Djiboutiens ont pris à bras le corps cette occasion pour finalement faire un référendum sur le président lui-même. Et donc, c'est là où on arrive à cette ironie formidable, puisque les Djiboutiens aujourd'hui rejettent massivement, me semble-t-il, les présidents, alors qu'il lui n'était pas d'abord concerné, on pourrait prétendre. Mais en fait, ce qui se joue, c'est qu'on avait Monsieur Solaire, ça avait raison tout à l'heure, Monsieur Solaire avait raison en disant qu'il y avait une espèce de pouvoir fantoche et un monde de dupes et de semblants. La présidence actuelle le caractérise parfaitement, y compris dans sa violence. Sa violence est toujours cachée, perverse, détournée, et donc on pourrait penser même qu'il n'y a pas eu une violence comme ça, mais il faut connaître, et je reçois moi des Djiboutiens anonymes qui m'envoient des petits messages. Il faut quand même voir la terreur qui caractérise ces régimes. Donc cette élection est finalement devenue un espèce de référendum sur le président. Donc ça va se régler bientôt, puisque le Conseil constitutionnel va nous annoncer. On avait déjà eu les chiffres, déjà eu les documents aujourd'hui. Il y a un Conseil constitutionnel à Djibouti. Il y a encore dans le monde de dupes, il y a un Conseil constitutionnel qui va probablement aujourd'hui même, voilà, on a déjà les informations, mais laissons la comédie se poursuivre, qui va annoncer aujourd'hui que l'UMP, déjà le si bien nommé parti UMP, a gagné les élections. L'UMP, donc le parti du président actuel djiboutien, Jean Louchal. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Jusqu'à présent, le régime fraudait les élections dans un pourcentage important. D'ailleurs, j'avais relevé qu'il donnait des chiffres fantaisistes entre la radio et la télévision, c'était pas les mêmes chiffres. Bon, là, on nous donne on a fait une ouverture à l'opposition, mais qui est une ouverture simplement vis-à-vis des Européens, des Américains, pour se donner une image apparente de démocratie. Quand on voit les chiffres qui ont été donnés, bon, en gros, dans la capitale, l'opposition a 47 et quelques %, la majorité 49. Je suis sûr que les chiffres sont faux, mais il y a une apparence.
En revanche, quand on nous dit que dans le Nord, 80% des gens ont voté pour la majorité, alors que ce sont des régions dans le Nord qui sont complètement sous le joug du régime, qui sont privés de tous les services, qui sont privés d'éducation, de santé, ces gens-là n'ont sûrement pas voté pour la majorité actuelle. Donc le régime a découvert, peut-être qu'il est un peu en dehors du système, il a découvert qu'il y avait une masse de gens qui étaient contre lui. Alors il n'a plus qu'une solution, il est un peu au bout du rouleau, il faut le dire, il n'a plus qu'une solution, c'est de se radicaliser et de créer la terreur. Alors, et c'est ce qu'a décrit Abdourahmane. Alors, tout de même, moi je suis un peu surpris, mais avec Djibouti, on ne sait jamais vraiment par quel bout prendre les choses, parce que, bon, vous me parlez de fraude et de hold-up, mais enfin, moi je note que dans leur rapport, les observateurs étrangers ont souligné la transparence des opérations de vote. Excusez du peu, il y avait la présidente de la mission des observateurs de l'Union africaine, l'ex-premier ministre malien Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, il y avait notamment les représentants de la Ligue arabe, de l'Organisation de la coopération islamique, et puis l'autorité intergouvernementale pour le développement. Les observateurs, donc, ont tous dit que le scrutin s'était déroulé dans le calme et la sérénité. Moi, je ne connais pas d'exemple. Français Solaire. Oui, je ne connais pas d'exemple, à part peut-être la mission de l'Union européenne lors des dernières élections ou des avant-dernières élections en Éthiopie, mais je ne connais pas d'exemple de mission d'observation qui relevait des fraudes significatives sur des scrutins en Afrique. C'est extrêmement rare que l'on voit ça, parce que les missions sont faites pour observer le jour du vote la plupart du temps. Or, quand il y a des manipulations, je ne sais pas si c'est le cas à Djibouti, on verra, quand il y a des manipulations, elles ont lieu avant, elles ont lieu après le décompte, pas forcément le jour du vote, et puis pas forcément dans la capitale. Et moi, ce que je voudrais dire sur ces élections, ce qui est très significatif... Quel était l'enjeu de ces élections? Y avait-il un enjeu tout de même avec la majorité? Oui, mais avec l'idée tout de même que pour la première fois, l'opposition devait rentrer dans le nouvel hémicycle. Alors, effectivement, il y a du côté du président, puisque c'est lui qui a décidé ça, y compris contre la volonté d'un certain nombre des gens autour de lui. Il y avait l'idée d'ouvrir un tout petit peu la porte à l'opposition pour qu'elle participe au Parlement, mais de l'ouvrir avec un butoir. C'est-à-dire le butoir, elle pouvait pas avoir plus de 20%, voilà, 20% si elle faisait plus de 10%. Et ce qui s'est passé, à partir des chiffres officiels, si on considère que les chiffres officiels, et sans se poser le problème de savoir s'ils ont été ou pas manipulés, sur 3/4 de l'électorat, c'est-à-dire à Djibouti-Ville, la majorité a eu 49 et des poussières, l'opposition a eu 47 et des poussières. Une opposition qui s'est créée 3-4 semaines avant les élections. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en ayant moins de 50% des électeurs, on peut avoir 80% du Parlement. C'est quand même quelque chose d'assez bizarroïde du point de vue des critères diplomatiques, des critères démocratiques européens, j'allais dire, des étalons démocratiques. Donc là, on a un vrai problème. Et c'est ce problème-là que le régime a du mal à résoudre, parce que ce qui se profile derrière, c'est la présidentielle de 2016. Le président sortant a dit qu'il ne se présenterait pas. Il faut qu'il se trouve un successeur. Mais avec une UMP, ou un neveu à son tour. Oui, ou un neveu. Avec une UMP actuelle qui se prend une veste électorale, même en partant des chiffres officiels, comment faire? Il a un vrai problème, là. Quelle est la situation économique et sociale aujourd'hui? Par exemple, que demande l'opposition? Des progrès, de desserrer les taux? Est-ce que vous diriez que c'est une dictature ou pas, Abdourahmane Ouaberi? Écoutez, là, je pense que l'opposition, ce qui s'est passé, Monsieur Solaire a raison, même si on est généreux avec la version des autorités et qu'on est qu'à Djibouti-Ville, mais Monsieur Charles disait tout à l'heure aussi cette chose très juste, ça serait vraiment faire très injure aux populations du Nord qui ont été depuis longtemps tapées. Pour quelle raison? Parce qu'elles s'étaient révoltées le plus tôt. Je pense aux populations Afar de Tadjoura et d'Obok. D'imaginer qu'elles puissent voter à 80% pour ces pouvoirs-ci, pour ces pouvoirs-là, c'est vraiment faire injure à la mémoire des gens. Alors maintenant, évidemment, il y a triche dans, on va dire, à tous les étages et à l'intérieur du pays. Mais même si on considérait que ces chiffres-là sont, vous voyez, avec les chiffres officiels, on est déjà presque limite. Donc, alors, qu'est-ce que demande la population? Je pense, moi, honnêtement, qu'il y a un problème. Ce qu'elle demande, c'est même plus des problèmes économiques, c'est vraiment un appel à la dignité. Les gens disent aujourd'hui, dégage au président. Donc c'est lui-même qui a créé cette situation et qui a ouvert cette porte. Après les Tunisiens, après les Égyptiens. Je pense qu'ils ont... Vous mettriez la situation djiboutienne dans la lignée de ce qui s'est passé. Ils ont eu 2 semaines où on leur avait dit vous avez le droit de vous exprimer votre opinion. Et donc ce qui ressort, le sentiment qui me semble, c'est un espèce d'appel à la dignité.
Comment se fait-il qu'on en parle au fond si peu, alors que la situation pourrait nous intéresser autant que nous intéresse la situation tunisienne, égyptienne, libyenne, aujourd'hui syrienne? Parce que les populations de ces pays sont beaucoup plus importantes. Djibouti n'a vraiment intéressé que quelques sections, on va dire, c'était un bac à sable, donc en France ça a intéressé. Un bac à sable, on y reviendra après. Un bac à sable avec des enjeux stratégiques déterminants pour la question du... Ce que j'appellerais les lobbies militaristes ou les spécialistes, et un peu les gens qui sont des Rimbaldiens, il n'y a plus beaucoup, mais bon, vous voyez, ça intéresse que les chancelleries de ce point de vue-là. Un tout petit mot, Jean-Michel, on arrive à la fin de la première partie. Rebondir sur, je dirais, le rapport des observateurs. En l'ayant bien lu, les observateurs donnent une appréciation sur les conditions de vote. Ils n'ont pas donné d'appréciation sur les conditions de dépouillement et de transmission des résultats. Et ça, je crois qu'il faut quand même le préciser. C'est une nuance extrêmement intéressante à noter. Jean-Loup Chal, Francis Solaire, Abderrahmane Ouaberi sont nos invités ce matin. Nous revenons sur la question de Djibouti, un conflit oublié. Élie Perrier, prochain rendez-vous avec l'actualité. Ce sera à 9h avec Renaud Candelier. Nous parlons aujourd'hui de Djibouti. Djibouti, un conflit oublié, point d'interrogation. Et pour quelle raison? C'est une manière de pouvoir aussi mieux comprendre ce qui se passe dans d'autres coins de l'Afrique qu'au Mali, par exemple. Et nos invités sont Abderrahmane Ouaberi, écrivain, Francis Solaire, rédacteur en chef de la lettre de l'océan Indien, et Jean-Loup Chal, président de l'Association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti. Nous sommes en compagnie, comme chaque mercredi, de Caroline Eliachev et comme tous les jours, dans quelques instants, de Brice Couturier. Pas la peine de crier par Marie Richeux, chaque jour à 16h, un rendez-vous qui fait la part belle à la lecture, aux bâtisseurs d'histoire et aux artistes. Fil rouge de la semaine, un interprète nous ouvre sa bibliothèque pour en extraire 5 textes qui ont marqué son parcours. Je déballe ma bibliothèque toute la semaine, le comédien Jean-Pierre Calfon. À écouter aussi sur franceculture.fr. Merci Coco. 8h17, bloqué dans les glaces, mais il ne coulera pas comme le Titanic. Brice Couturier, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour à vos auditeurs et bonjour à vos invités. Bonjour Brice, on vous écoute. Pendant longtemps, Djibouti, ancien territoire des Afars et des Issa, a été une chasse gardée de la France. Mais ces dernières années, Djibouti s'est multilatéralisé, profitant de sa position stratégique de porte d'accès africaine à l'Asie. Des capitaux en provenance du Moyen-Orient s'y sont investis. Les États-Unis y ont créé une importante base aérienne à partir de laquelle ils font notamment la chasse aux terroristes d'Al-Qaïda. Les drones qui déciment les militants djihadistes au Yémen partent ainsi, il faut le savoir, de Djibouti. Et surtout, la piraterie maritime qui rend dangereuse la navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden a incité les Allemands et surtout les Japonais à y installer aussi quelques centaines de soldats qui tentent de sécuriser la région et qui paient donc un loyer pour cela à Djibouti. Dans une région extraordinairement troublée et dangereuse, le minuscule territoire joue aujourd'hui de son image de stabilité et de tranquillité politique. Depuis le règlement de la guerre civile de 1991, qui s'est terminée véritablement en 2001, la guerre civile qui avait opposé le pouvoir Issa, les Issa sont assimilés ethniquement aux Somaliens, à la minorité Afar, assimilée eux aux Danakil éthiopiens, le vieil antagonisme ethnique semble calmer. Le pouvoir en place se présente en outre comme un facteur de pacification pour la région de l'Est africain tout entier. Il tient sa frontière avec l'Érythrée et travaille à la stabilisation de la Somalie. Il tente de promouvoir des projets d'intérêt commun, comme la création d'un pipeline qui permettrait d'approvisionner l'Éthiopie à travers le Sud-Soudan, en contournant donc l'Érythrée avec laquelle l'Éthiopie est en guerre larvée. Mais cette image de grand port stratégique stabilisé se paie pour la population de Djibouti d'un prix élevé, le maintien au pouvoir d'un régime dont le caractère démocratique est de plus en plus contestable. Alors vous le disiez tout à l'heure, les élections législatives du 22 février dernier ont reconduit au pouvoir les amis de l'inamovible président Ismaïl Omar Guelleh, président depuis 1999, mais associé au pouvoir depuis 1977. L'opposition, qui a dû se regrouper en une coalition, l'Union pour le salut national, pour faire face au système électoral, a été déclarée officiellement perdante, mais elle dénonce les conditions douteuses dans lesquelles se sont déroulées ces élections et surtout, vous le disiez tout à l'heure, le dépouillement. Et aussi la répression qui s'est massivement abattue sur ses propres militants et sur ses dirigeants, son chef, le président du MRD, un des principales composantes de cette opposition, Daher Ahmed Farah,
rentré de son exil belge pour la circonstance, a été arrêté purement et simplement. La situation sociale de Djibouti, il faut également le savoir, est très mauvaise. La moitié de la population est sans emploi. Toute une jeunesse formée à la française d'ailleurs, ne trouve pas de débouchés et se trouve souvent contrainte à l'exil. Alors, il ne faudrait pas que la situation stratégique de Djibouti ainsi que la concurrence, il faut bien le dire que ce livre français et américain fasse oublier les graves atteintes à la démocratie qui s'y déroulent et sur lesquelles nos médias font preuve d'une étrange discrétion. Merci. Brice Couturier, bien sûr, votre chronique à réécouter sur franceculture.fr. Une réaction qui veut commenter la chronique de Brice Couturier pour cette deuxième partie. Abdourahmane Ouaveri. Je pense que M. Couturier a bien défini la problématique. Il y a quelques erreurs au départ, mais c'est pas grave. À savoir le fait que la stabilité et la paix qui était longtemps, n'est-ce pas, la marque, la vitrine ou l'argument qu'a avancé les pouvoirs, cette stabilité relative, toute relative, c'est fait aux dépens de la population. C'est ça qui n'est plus insupportable pour la population. Deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui même se tient les procès de M. Daher Ahmed Farah et d'un de son assistant Madiane Okiye, aujourd'hui même. Donc on verra. Qui sont-ils? C'est le porte-parole de l'USN, l'Union nationale pour le salut, et il est président d'un parti parce que l'USN est une coalition. Donc on verra à quelle sauce ils seront mangés, ces gens-là. Jean Louchel? Oui, je crois qu'il y a aussi une chose qu'il faut voir dans la position de Djibouti, c'est que l'Érythrée, à côté dont on a cité l'importance démographique déjà et l'importance économique, lors de sa séparation avec l'Érythrée, lorsque l'Érythrée s'est déclarée pays indépendant, l'Érythrée a tous les ports et l'Éthiopie n'a plus de ports. Or, le seul port que l'Éthiopie a est celui de Djibouti. Et on peut imaginer que c'est une zone qui pour le moment est stable, mais qui est recherchée tant par l'Éthiopie pour avoir un port, parce que l'Éthiopie n'a plus d'accès à la mer, tant par l'Érythrée pour empêcher l'Éthiopie d'avoir un port. Et c'est important de connaître ça dans le contexte local. Mais alors, tout de même, pour bien comprendre, moi je vous avoue, je n'ai pas encore tout à fait saisi. Qu'est-ce qui fait, encore une fois, que l'on caractérise ce régime de régime non démocratique, puisqu'on a longtemps loué sa stabilité? Est-ce que c'est un trompe-l'œil, puisque nous n'avons pas intérêt, au fond, à ce que, dans ces cas-là, un régime antidémocratique fasse bousculer les équilibres qui nous intéressent, nous, je dis français, d'ailleurs japonais et américains, ou est-ce que c'est d'une autre nature? Que reproche-t-on sur la question des droits de l'homme? Il n'y a pas de droit d'expression libre? Comment caractériser ce régime? On a appris que le 18 janvier dernier, la violence du régime pouvait être d'une violence et d'une cruauté incroyable, puisque au mois de janvier, Hafez Mohamed Hassan, un collégien de 14 ans, est mort sous les balles des services de sécurité du régime alors qu'il manifestait avec d'autres adolescents contre le manque d'infrastructures sportives. Vous confirmez? Oui, absolument. Ça s'est passé le 31 décembre, d'ailleurs fin décembre. Des étudiants, des lycéens manifestaient parce qu'on voulait leur faire organiser une coupe interville sportive. Et ils ont dit, mais on n'a aucune infrastructure, on est incapable d'organiser cela. Donc ils ont manifesté avec leur cartable. Peut-être avaient-ils des règles en plastique pour se battre, et on leur a tiré dessus, et il y a eu 8 blessés au moins et un mort. Et alors, est-ce qu'on est dans le même cas, au fond, que ce qui avait pu et ce qu'on pouvait voir avec les régimes tunisiens, par exemple, et égyptiens? Et il semble que quand le printemps arabe, entre guillemets, a commencé en Tunisie, les mesures de sécurité, de rétorsion, de surveillance de la population à Djibouti ont augmenté pour ne pas que Djibouti cède, entre guillemets, à la contagion. Vous confirmez aussi, Abdourahmane Ouaveri? Si parallèle il faudrait aller chercher du côté tunisien. Parce que les Tunisiens, vous vous rappelez aussi, ont loué sa stabilité, son côté efficace, les intérêts de la France. Et notamment le fait de contenir aussi les mouvements islamistes. Tout ça a été gentil. Et voilà. Et là, on retrouve à peu près la même chose. Donc, vous disiez vous-même tout à l'heure que vous ne compreniez pas finalement pourquoi. Mais finalement, parce que normalement, ces pays-là doivent être réglés par leurs autorités, donc on prend même pas le temps de réfléchir. Donc si aujourd'hui cette question de la stabilité est reposée, c'est parce que la population ne peut plus souffrir de ce point de vue-là. Donc c'est le dynamisme finalement local, à la fois des milieux qu'on dira religieux ou de la jeunesse ou de l'opposition ou de la diaspora. Donc ce sont les dynamismes locaux
qui ont créé cette effervescence à Djibouti et cette remise en cause qui est aujourd'hui finalement, je l'aurais dit, mais qui est un rejet total du parti et du président et qui n'est plus, les enjeux ne sont plus seulement l'élection. Alors il faut rappeler bien sûr que le président actuel est Ismaïl Omar Guelleh, qui est un ancien chef de la sécurité. Il est là depuis 77. L'ancien chef de la sécurité, je le rappelle, même de son oncle, qui à l'époque était président, M. Hassan Gouled Abtidon. Francis Solaire. Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que on peut considérer aussi, sous un autre angle, que Djibouti et que le régime actuel de Djibouti est victime de son succès. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai que ces dernières années, et notamment à cause du fait que Djibouti est le port de l'Éthiopie, donc depuis une quinzaine d'années. On pourrait aller jusqu'à dire que c'est le port de l'Afrique c'est le port de l'Ouest. Enfin, Djibouti est le port de l'Éthiopie, donc toutes les importations, exportations, ça passe, tout ce qui est par route passe par Djibouti. Donc ça a développé les infrastructures, ça a développé les projets. Il est indéniable que lorsque le président Guelleh dit sur un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de projets d'infrastructures importants qui ont été réalisés, c'est vrai. On ne peut pas contester ça. Le problème, et c'est pour cela que ça alimente aussi la révolte populaire, c'est que la répartition des avantages, des bénéfices tirés de ces grands projets d'infrastructure passe au-dessus de la tête de la majorité de la population. Il n'y a pas eu de modification du niveau de vie de la population qui est majoritairement en dessous du seuil de pauvreté dans ce pays-là depuis des décennies, malgré tous ces grands projets. Donc on a là un problème aussi, ça alimente la contestation politique, même si elle n'a pas de débouché politique, parce que l'opposition, il faut le dire aussi ici, l'opposition est extrêmement divisée. Personne n'aurait parié un copec sur son unité 3 mois avant les élections. Ça s'est fait vraiment au tout dernier moment, et parce que aussi, ça s'est fait, là aussi c'est un paradoxe, c'est parce que le président a ouvert la possibilité d'une participation électorale, d'une participation à l'Assemblée pour une formation d'opposition, que l'unité s'est constituée. Sinon, on a été habitué à des oppositions internes, à des dirigeants de l'opposition qui se bouffent le nez. Donc, on a aussi une faiblesse du côté de l'opposition. Mais ce que je voudrais dire, et ce qui me paraît significatif, c'est que cette relative réussite économique, lorsqu'on prend les grands chiffres, lorsque la Banque mondiale fait ça alimente la volonté, la révolte de la population qui veut une répartition plus équitable et qui veut en tirer les bénéfices, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Jean-Loup Chal. Oui, je crois qu'il faut aussi voir que Djibouti, comme on l'a dit, est une construction de la France. C'est un territoire qu'on a délimité comme ça. Et ce territoire associe des populations différentes, d'ethnies différentes et de cultures différentes, en particulier on cite les Afars et les Somalis. Ces gens-là cohabitaient sur le terrain. Ils cohabitaient, ils vivaient, ils avaient des pâturages, c'était nomades. Aujourd'hui, on veut les associer pour qu'ils gèrent en commun un État. Et chaque tribu essaye, je dirais, d'avoir un leadership. Et le président Guelleh, dans son système dictatorial, pratique la bonne règle qui est de diviser pour régner. Et il a exacerbé encore les tensions tribales. Ce qui fait que même l'opposition avait du mal à se réunir parce qu'il y a des différences tribales qu'il faut absolument gommer. Et il faut qu'on ait un effort de formation de la population pour gommer cela. Mais est-ce que l'on craint à Djibouti, du point de vue des autorités officielles et du président Guelleh, par exemple, une islamisation de la contestation 94% de la population à Djibouti est musulmane. Est-ce que là aussi, au fond, il y aurait l'argument lié à l'actualité, une fois de plus, de se dire que il faut faire attention au printemps de la Corne de l'Afrique éventuellement, avec une récupération de la population par des mouvements religieux. Il faut rappeler que nous ne sommes pas très loin du Yémen, où par exemple Al-Qaïda est plutôt très bien implanté. Francis Solaire. C'est ce que les autorités, en coulisses, c'est ce qu'elles disent craignent. Et c'est la raison qu'elles avancent pour l'arrestation et la lourde condamnation de 3 cheikhs membres de l'opposition. Mais ça, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, c'est bien connu. Donc comme technique. Donc moi je ne pense pas qu'il y ait ce danger-là immédiat qui traverse les dirigeants d'opposition, qui serait porté par certains dirigeants de l'opposition. Par contre, je pense que le pouvoir aujourd'hui a peur d'une radicalisation oppositionnelle des milieux islamiques. C'est pour ça d'ailleurs que la condamnation des 3 cheikhs est symptomatique.
ils leur ont mis 1 an et demi de prison ferme. Ça va peut-être être réduit à 1 an, et 5 ans de suppression des droits civiques. Pourquoi 5 ans ? On est en 2013, dans 5 ans, c'est 2018, on passe l'élection présidentielle. Et on évite que des dirigeants, des notables musulmans, qui sont membres de l'opposition et qui prêchent, jusqu'à ce nouvel ordre, des prêches plutôt, disons, modérés, mais anti-gouvernementaux, puissent être demain des leaders politiques qui puissent challenger, qui puissent rivaliser avec le pouvoir. Donc, du point de vue du gouvernement, ils le disent pas publiquement, mais disons en aparté, ils l'expriment très clairement. Ils aggravent la menace potentielle islamique pour avoir une justification pour leur répression. Alors par ailleurs, il y a une mission, on pourrait presque dire inhérente à la question djiboutienne, et qui là aussi pourrait faire penser que pour l'instant, on n'aurait pas forcément envie de déstabiliser le régime actuel. C'est la lutte contre la piraterie. Francis Soler, point névralgique. Oui, bien sûr. Du point de vue de la France, la gestion du dossier djiboutien, c'est les militaires français, ça a toujours été ça. Je veux dire, quand on discutait entre les militaires et Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay avait jamais rien à dire. C'est les militaires qui géraient ça. Bon, la présence militaire française c'est un peu amoindrie ces derniers temps, mais l'importance de Djibouti pour les militaires français n'a pas changé. Et donc effectivement, maintenant, même cette importance, c'est mondialisé, pourrait-on dire. On a toutes les forces politiques, toutes les forces militaires internationales. On a des Russes, on a des Espagnols, on a des Japonais, on a les Chinois qui veulent venir. Enfin, il y a tout le monde à cause de la lutte contre la piraterie. Et pour les Français ou les Américains, non seulement on utilise comme base arrière de drones, mais pour les Français, toute opération secrète ou disons discrète en Somalie a un point de départ technique, logistique, à Djibouti. Donc on comprend les drones qui envoyés par les Américains sur le Yémen partaient de Djibouti. Et les opérations militaires françaises plus ou moins secrètes ou plus ou moins discrètes de surveillance en Somalie ont toujours une composante djiboutienne. Le COS, par exemple, il y a des hommes à Djibouti. Ça peut être le commando d'opérations, les commandos d'opérations spéciaux sont basés régulièrement à Djibouti. On a toujours une base arrière djiboutienne dans toutes les opérations françaises de la région et dans les opérations d'autres puissance militaire. Abderrahmane Ouaberi. Permettez-moi juste d'être pas d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Alors, sur la question ethnique, si à Djibouti il n'y a que des ethnies, on peut dire que l'expérience nous a prouvé que dans d'autres pays, il y a plusieurs ethnies, il y en a 50 fois plus. Et donc, je ne pense pas que les différents entre Afar, Somalie soient si importants. D'ailleurs, ces deux groupes cohabitent depuis très très longtemps. Et longtemps, par exemple, en France, moi je suis un enfant de la décolonisation. Je me souviens qu'en 77, on disait que le Djibouti ne peut pas être indépendante. C'est les Français qui disaient à l'époque ça, malheureusement, en disant que les Somalis et les Afars et les Issa sont trop engorgés très vite. Il n'en a été rien du tout et puis ils vivent ensemble. Donc je pense que la question ethnique n'est pas importante. De même, j'entendais que Djibouti a été stable et riche. Oui, il y a eu des projets, mais Monsieur Soler, vous avez dénoncé, et avec brio, l'affairisme éhonté des autorités. Alors, beaucoup de projets n'ont d'existence que de nom, y compris d'ailleurs la piraterie, où on a installé à Doralé un bâtiment qui n'est même pas construit. Donc, il y a des projets qui sont évidemment de la poudre aux yeux et qui ne enrichissent que l'élite au pouvoir. Donc, bien sûr, Djibouti est encore stable. Djibouti a été plus ou moins, s'est mondialisé et il y a eu de l'argent, mais cet argent n'est jamais... les Djiboutiens locaux n'ont jamais vu la couleur de l'argent. Donc c'est évidemment une histoire de distribution de richesses. Et pourtant il y en a, puisque par exemple depuis quelques années, le Japon en 2011, donc le Japon ouvrait à Djibouti sa première base militaire, et on connaît, vous me corrigerez si je me trompe, les chiffres sont un peu vieux, 2011, mais tout de même, on connaît le prix des loyers, le loyer annuel pour la base japonaise a été fixé à 30 millions de dollars. C'est une somme qui est comparable à peu près à celle que verse également le gouvernement américain. Il y a 1800 soldats américains et les Français s'acquitteraient d'un loyer de 30 millions d'euros pour 2000 hommes également. Pour les Français et les Américains, je crois que les chiffres sont bons. Les Japonais, ça m'étonnerait qu'ils payent autant, mais bon, c'est possible qu'ils se soient fait avoir dans les négociations, parce que il a fait un prix unique. Ce régime a cet avantage. Ça, disons que la piraterie. On va le mettre au conditionnel. La piraterie
les problèmes de sécurité dans la Corne ont été une bénédiction pour le président Guelleh. On parle de Djibouti souvent aussi à double visage, présentable d'un côté comme ancienne puissance coloniale accueillant les forces militaires étrangères comme américaines, françaises ou japonaises, également dans cette lutte contre la piraterie. Quid tout de même de ce que l'on dit par derrière, et qu'au fond il y a un soutien par moment, parfois et régulièrement à certaines formes de terrorisme. Et puis par exemple, quel est le rôle, là aussi ça doit coûter de l'argent et à rapporter, pouvez-vous nous parler du centre de contrôle d'essais nucléaires de l'AIEA à Arta, Francis Soler? Alors là, Jean je n'ai absolument rien à dire c'est la première fois que j'entends parler de ces projets. Donc, oui, moi aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à Djibouti dont on n'entend jamais. On a parlé d'essais d'obus avec des têtes peut-être pas nucléaires, mais très dangereuses. Je n'ai jamais entendu parler d'un centre d'essai de recherche nucléaire à Arta. Alors nous vérifierons ces informations. Comment expliquer tout de même que, même si nous sommes toujours très intéressés par Djibouti, nous ayons de moins en moins d'hommes? Il y avait la Légion, qui n'y est plus, disiez-vous, Francis Soler? Oui, ils sont passés en face, ils ont été... Et ben c'est une stratégie militaire, c'est-à-dire que d'abord... Initialement, il y avait le contingent militaire français plus les familles. Pour des raisons budgétaires, on a réduit la présence des familles de soldats français en instaurant des compagnies tournantes, c'est-à-dire des compagnies qui allaient tous les 3-4 mois sans leur famille, donc on a rétrogradé. D'ailleurs, les Djiboutiens ont été furieux parce que ça faisait beaucoup baisser leur PIB, puisqu'une partie de l'argent militaire, tout confondu, c'était quoi? C'était à un moment donné, c'était un tiers du PIB local, hein, les dépenses françaises. Et puis ensuite, il y a une volonté de projeter une force militaire française en face dans les Émirats arabes, de l'installer là-bas pour des raisons à la fois de diplomatiques, pour des raisons aussi d'intérêt militaire pour toute cette région. Et donc du coup, la présence militaire française a eu tendance à se réduire ces dernières années. Par contre, ce qui s'est beaucoup développé, c'est la présence militaire américaine, qui aujourd'hui, les militaires américains présents à Djibouti sont probablement aujourd'hui plus nombreux que les militaires français, ou au moins à égalité avec eux. Et puis la présence de tous les autres contingents, quoi. Jean Louchal, que faisiez-vous à Djibouti pour qu'à ce point un jour on vous dise de ne plus jamais revenir? Alors moi j'étais à Djibouti pour des raisons professionnelles pendant 5 à 6 ans. J'ai rencontré un certain nombre de personnalités locales. Et en 90, on m'a alerté, en 91, sur le fait que certaines personnalités avaient été en prison et on m'a demandé d'essayer de faire quelque chose. J'étais un peu perdu, je savais pas comment faire, donc j'ai créé une association. Nous sommes beaucoup intervenus. Ces personnes ont été libérées 2 ou 3 ans après. Et on m'a demandé, les Djiboutiens m'ont demandé de continuer à les aider. Alors on avait commencé à envoyer des fax. En 99, on a créé un site internet et ce site internet était devenu la référence à Djibouti puisqu'on avait grosso modo 12 à 15 000 connexions par semaine. Et les Djiboutiens étaient très friands. Maintenant, heureusement, les Djiboutiens prennent leur destin en main, comme je le dis, et ils ont créé un certain nombre de sites, ce qui permet d'ailleurs d'avoir une diversité de l'information. Ils ont créé un certain nombre de sites où ils expriment leurs souhaits. Est-ce que les nouvelles technologies, comme on dit, jouent tout de même leur rôle? Francis Soler, vous avez reçu du nombre de SMS, de tweets? Ah oui, ça bombarde. Hein. Il a suffi qu'hier on tweete le fait que cette émission existait pour qu'on soit bombardé de questions, ou de suggestions ou d'autres éléments de pression diverses. Est-ce que cela veut dire, Abdourahmane Ouaberi, que par exemple la diaspora djiboutienne vit aussi dans la crainte, comme souvent la diaspora par exemple syrienne peut vivre dans la crainte, celle qui était notamment en opposition avec le pouvoir et qui parfois craignent que jusque dans les territoires où ils se sont exilés, on vienne les chercher ou qu'on embête sur place les familles qui sont restées? Oui, il y a toutes ces choses qui sont en jeu, mais là encore c'est un point commun avec ce qu'on disait sur les printemps arabes, parce que c'est quelques semaines d'ouverture, ou en tout cas des chaînes de scrutin électoral ces quelques semaines ont réveillé les Djiboutiens. Il s'est passé ces temps-ci des choses formidables, à la fois des deux côtés, hein,
du côté du pouvoir d'obstruction, d'intimidation, et du côté de l'opposition et de la diaspora, d'émulation, de solidarité. Et je pense qu'une société civile est en train de se créer. Des acteurs nouveaux, courageux ont fait leur apparition. Je salue le travail de l'avocat Zakaria Abdullahi, qui est un des rares à travailler dans ces conditions. Donc il y a toutes sortes de choses formidables qui sont en train de se passer et qui auront une importance dans les échéances à venir. Jean Louchal. Oui, moi j'aimerais, pour terminer cette émission, parler d'un problème qui est important, qui concerne Djibouti. Ce sont les réfugiés qui sont en Éthiopie. Qui sont ces réfugiés? Ce sont des combattants du FRUD qui, lorsque le FRUD a déposé les armes ou lorsque ça s'est terminé, ont été contraints de quitter leur pays et d'aller se réfugier en Éthiopie dans des conditions difficiles. Un certain nombre d'entre eux vivent à Addis Abeba, sont reconnus par le HCR, d'autres ne le sont pas, mais ils vivent dans des conditions dramatiques, puisqu'en Éthiopie, ils sont considérés un peu, je dirais, comme une troisième classe de la population. Et nous intervenons beaucoup au niveau du HCR pour qu'on leur offre des possibilités de réinstallation. La France a admis, il y a 2 ans, 4 familles, et je pense qu'il faut faire pression et parler d'eux, parce que ce sont des cas douloureux qui concernent Djibouti. On peut vous contacter comment? Association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti. Alors, nous avons le site, le site www.ardhd.org. Bon, on le mettra sur le site des matins également. Merci. Comme ça, on s'y retrouvera. Abdourahmane Ouaberi, comment voyez-vous, pour terminer la situation, est-ce qu'elle peut évoluer ou est-ce qu'encore une fois les intérêts que les uns et les autres ont, américains et français là-bas, risquent tout de même de voir monsieur Guelleh encore longtemps au pouvoir et les prisons remplies de prisonniers politiques? Il y a 2 facteurs qui vont changer la donne, on va dire. Il y a d'abord les facteurs locaux. Donc on a vu une opposition, une jeunesse, une diaspora réunis, même si c'est peut-être circonstanciel. Donc le facteur, la marge de manœuvre de ce côté-là, s'amenuise pour le pouvoir. Du côté extérieur, c'est-à-dire du côté international, l'aval que lui donnent pour l'instant les Américains, les Français sont peut-être ne sont pas garantis là non plus. Peut-être qu'il y a une marge de manœuvre plus souple, mais rien n'est garanti. Donc tout dépendra. C'est la situation locale qui va être prédéterminée. Et même si cette élection est gagnée par le pouvoir, la prochaine échéance va être plus compliquée. Vous rejoindriez la question écrite de Noël Memer à l'Assemblée nationale, c'était lundi, interpellant le ministre des Affaires étrangères en demandant au fond pendant combien de temps le gouvernement français comptait rester silencieux et quand comptait-il sortir du silence pour s'engager à soutenir la population djiboutienne dans son combat pour la démocratie? Oui, bien sûr, j'ai fait que relayer ce genre de revendications de la part de la population. Je me considère comme un activiste et comme un écrivain, simplement. Je ne suis pas un opposant. Alors, activiste, oui, écrivain aussi, mais tout de même, là, vous préparez quelque chose, on attend la suite. Hein. D'ici quelques mois, peut-être, ou quelques années, j'en sais rien. Mais... Je rappelle qu'on peut lire de vous Le Pays sans ombre, Cahiers nomades, Balbala. Merci, oui, oui. Et dans le prochain dans les prochains et chez l'éditeur, on va dire. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean Louchal et Francis Soler, rédacteur en chef de la lettre de l'Océan Indien. C'est vous qui avez choisi le disque de la fin, Abdourahmane Ouaberi, vous êtes venu avec. Oui, c'est un jeune chanteur qui s'appelle Awale et qui vit au Canada aujourd'hui. Et il fait partie justement de cette diaspora qui interpelle les autorités. arday xilkabayaa idin saaray idinka camligii xidhay xaqabayaa idin dirsaday arday xoog baad ku maroorsatee
aaboy xilkabayaa idin saaray idinka calligii xidhay xaqabayaa idin dirsaday codka shacabkoo la hado xaaran koo lagu shugriyo idinka ku xasili jiray xalaal bayaa igu ogaa codka shacabkoo la hado xaaran koo lagu shugriyo idinka ku xasili jiray xalaal bayaa igu ogaa nabadku xumaan mayso shacabka xafidoo hirgashay libinta xisbiga USN xasilooni maxaa ku xidhay xilli baa la joogaaye aabbooy xilku waa wareegayo dalkaygu iyo dadkaygu hooy xor weeyaan. Voilà, Awalé Aden, c'est un disque choisi par de nos invités Abdou Rahman Waberi à 8h05.